Le 23 février, c'est la fête de l'Armée rouge. C'est encore un jour férié en Russie et en Biélorussie, mais plus en Ukraine. Il y avait une réception à la mission russe en Biélorussie. L'ambassadeur a prononcé un discours et tout le monde a fêté l'événement. Mais bien entendu, pas un mot n'a été dit sur ce qui allait arriver à peine quelques heures plus tard. Je me trouvais ici au siège de la CIA. C'était le début de la soirée à Washington et on a commencé à recevoir des informations sur des tirs de missiles sur un front assez large en Ukraine. Le conseiller à la sécurité nationale m'appelle, bien avant le petit déjeuner, et je réponds par quelques jurons bien sentis sur Poutine. On a tout de suite compris que l'Europe entrait dans un nouveau chapitre sombre de son histoire. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine fait vaciller les fondations de la sécurité européenne. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей, то ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Voici le récit de l'année qui suit, fait par les chefs d'État et de gouvernement qui l'ont vécu. Notre devoir, c'est aujourd'hui de nous tenir du côté de nos valeurs, du droit international et donc de l'Ukraine. J'ai déclaré que je ne partirai pas. Si nous avons été élus, c'est en vue de ce jour. Dans ce premier épisode, l'invasion de Poutine révèle des failles dans l'ordre mondial. Il a essayé de créer des dissensions entre les États-Unis et l'Europe. Il a tenté de diviser l'OTAN. Plus le président russe s'acharne, plus la détermination de l'Ukraine et de ses alliés est mise à l'épreuve, comme jamais auparavant. Quand Vladimir Poutine décide cette invasion de l'Ukraine, il est convaincu que l'Union européenne n'est pas suffisamment intégrée politiquement et que par conséquent, un choc tel qu'une guerre sur le sol européen va provoquer la désunion. Il y a un risque de division. Et c'est exactement le pari de Vladimir Poutine. Quelques jours avant que Poutine ne lance son invasion, les principaux responsables de la défense occidentale sont réunis comme chaque année en Allemagne. Il y avait une tension incroyable à cette conférence. Et c'était assez irréel. Alors que tous les renseignements concordaient pour annoncer l'imminence d'une invasion russe, certains de nos alliés européens, même les plus proches, restaient très engagés dans leurs initiatives diplomatiques. On savait qu'une guerre pouvait éclater à tout moment. Et pourtant, très étrangement, on croisait dans les couloirs de cet immense hôtel un grand nombre de personnes qui refusaient de croire que la Russie s'apprêtait à envahir l'Ukraine. Les Allemands, comme les Français, étaient moins convaincus. Et ça a été un vrai sujet de débat. Les Russes allaient-ils réellement agir ou était-ce juste de l'intimidation? Pouvait-on encore discuter? Natürlich mache ich mir keine Illusionen. Schnelle Erfolge sind nicht zu erwarten. Aber wir werden die Krisendynamik nur durchbrechen, wenn wir verhandeln. Au cours d'une réunion avec Olaf Scholz et son équipe, l'un de ses principaux conseillers a dit « Si ça doit arriver, il vaudrait peut-être mieux qu'il ne résiste pas. Si nous devions vivre une nouvelle tragédie en Europe, autant qu'elle soit la plus brève, et fasse le moins de victimes possible. » Je comprenais ce qu'il voulait dire, mais ce n'était évidemment pas une position acceptable à nos yeux. Selon les services secrets britanniques et américains, près de 150 000 soldats russes sont massés à la frontière avec l'Ukraine.
Depuis des années, les Occidentaux livrent aux Ukrainiens des armes défensives, comme des missiles anti-chars. Mais le président Zelensky en réclame d'autres de toute urgence. Il décide de se rendre en personne à Munich. Je voulais absolument l'artillerie de l'OTAN. Mais nous avons fini par comprendre que personne ne nous donnerait ni ne nous vendrait quoi que ce soit, parce qu'il s'agissait des armes de l'OTAN. Je ne juge pas cette décision. Elle a été collégiale. Au départ, les Allemands nous ont proposé 5000 casques pour nos défenseurs. Nous étions reconnaissants, évidemment. Toute aide était la bienvenue. Mais nous espérions un peu plus. Dans un couloir, j'ai croisé Lindsey Graham, le sénateur américain. Et je lui ai dit, nous soutiendrons les Ukrainiens. Est-ce que vous serez avec nous? Il m'a répondu, tout dépendra de leur combativité. S'ils tiennent 2 semaines ou plus, s'ils se battent sérieusement, alors ils obtiendront des soutiens au Congrès. Mais pour Volodymyr Zelensky, l'attente a assez duré. Будемо захищати свою землю, маючи підтримку партнерів чи не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи 5000 шоломів. Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі ми маємо розуміти, це не благодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати. Це ваш внесок у безпеку Європи та у безпеку світу, де Україна 8 років є щитом. Malheureusement, le monde considérait que l'armée russe était invincible. Nos partenaires refusaient de prendre le risque que leurs armes modernes tombent entre les mains de la Russie. Ils pensaient que l'Ukraine ne parviendrait pas à résister. Deux jours plus tard, Poutine convoque au Kremlin ses responsables de la sécurité. Il demande à son chef du renseignement extérieur s'il faut reconnaître l'indépendance de plusieurs régions de l'Est de l'Ukraine. Поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет. J'avais déjà eu de nombreux échanges avec le président Poutine et plusieurs des personnes présentes. Alors sa petite mise en scène politique ne m'a pas beaucoup surpris. Elle était destinée à montrer que tous ses principaux conseillers le soutenaient, et aussi, comme toujours avec Poutine, à afficher sa suprématie politique. C'était très efficace. En tout cas, M. Naryshkin ne donnait pas l'impression de suivre un scénario écrit à l'avance. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Владимир Александрович. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины, наши лица. Cette même nuit, à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient une session d'urgence. En entrant ce soir-là dans la salle, on sentait la tension, la colère et la peur. Ma première pensée a été, voilà un véritable Conseil de sécurité. Voilà pourquoi on a créé cette salle. Il s'agissait peut-être du plus grave conflit menaçant l'Europe et, par extension, le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour cette raison, la tension et l'émotion étaient extrêmes.
La Russie occupait alors la présidence du Conseil de sécurité. Mon homologue russe, Vassili Nebenzia, présidait donc une réunion où on lui demandait tous de ne pas envahir l'Ukraine. L'ambassadeur ukrainien, Sergueï Kislitsia, était présent. On pouvait lire sur son visage, sur son corps, tout le stress, la tension qu'il subissait. J'avais la certitude que l'invasion était imminente, c'est-à-dire inévitable. Mais beaucoup de mes collègues pensaient sincèrement qu'une invasion à grande échelle était impossible. Moins d'une heure après le début de la réunion, les véritables intentions de Poutine ne font plus aucun doute. Nous avons soudain découvert sur nos téléphones portables que la Russie avait déclenché son invasion. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le Conseil de sécurité. On pouvait presque entendre vibrer tous ces téléphones en mode silencieux. Mon homologue russe, Vassili Nebenzia, l'a appris de la même manière que nous. On ne l'avait manifestement pas prévenu que l'invasion était imminente. Antonio Guterres, qui était assis à côté de moi, m'a demandé si j'étais au courant. J'ai répondu « Je le découvre ». On s'attendait à ce que cette attaque se produise. Mais personne n'avait imaginé qu'elle se ferait avec une telle arrogance, en pleine réunion de conseil. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим о проведении специальной военной операции. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. В ходе этого заседания президент России Путин обратился с обращением, в котором он сообщил, что принял решение о специальной военной операции на Донбассе. Nebenzia était largué, complètement largué. J'ai repensé à toutes ces déclarations pitoyables pendant les semaines précédant l'invasion. D'un seul coup, on se retrouve devant lui et l'invasion a commencé. Là, il ne faut pas se rater. I would like to ask the ambassador to say on the record that at this very moment, your troops do not shell and bomb Ukrainian cities, that your troops do not move in the territory of Ukraine. You have a smartphone, you can call Lavrov right now. Il a dit « Appelez Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, demandez-lui de réagir ». Nebenzia a répondu « Je ne l'appellerai pas en pleine nuit ». Il m'a dit d'appeler Lavrov, mais il n'a pas d'ordre à me donner. Moi, j'obéis à mes chefs. Should I play the video of your president? Ambassador, shall I do that right now, or you can confirm it? Do not interrupt me, please. Thank you. Then don't ask me questions when you are speaking. Proceed with your statement. Anyway, you declare the war. It is the responsibility of this body to stop the war. So I call on every one of you to do everything possible to stop the war. La vocation essentielle de l'ONU, c'est le maintien de la paix. Si l'un des membres permanents du Conseil de sécurité envahit un autre pays, alors notre mission est un naufrage. This is the saddest moment in my tenure as Secretary General of the United Nations. And I must say, President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. Le premier missile frappe Kiev à 4h30 du matin. Je suis parti pour le bureau présidentiel. J'étais le premier arrivé. Nous avons réuni tous les responsables militaires.
2 jours auparavant, Zelensky avait été informé d'un complot russe visant à l'assassiner quelques heures avant une invasion. Nous avions reçu de nombreux rapports affirmant que la vie du président était en danger. Nos partenaires nous avaient proposé avec insistance de le faire venir, par exemple à Varsovie ou à Londres. À chaque fois que je recevais de tels rapports, je lui rappelais qu'il était en danger de mort. J'ai déclaré que je ne partirais pas. Je leur ai dit, je considère que nous n'avons pas le droit d'abandonner notre pays, nos concitoyens. Nous devons donner l'exemple. Le moment est venu de montrer pourquoi nous avons été élus. Si nous avons été élus, c'est en vue de ce jour. À la Maison-Blanche, le président des États-Unis demande à son équipe de contacter Volodymyr Zelensky. C'était complètement surréaliste d'écouter cette conversation avec un dirigeant confronté au fait que son pays était envahi et qu'il venait d'entrer en guerre. Naturellement, le président Zelensky était très agité, très ému. Le président lui a demandé sans détour « Comment puis-je vous aider ?» Et Zelensky lui a répondu en ralliant le monde entier à notre cause. Joe Biden consulte alors ses principaux conseillers. Nous avons présenté une synthèse des informations dont nous disposions. Apparemment, Poutine pensait pouvoir renverser en quelques jours le gouvernement de Kiev pour y installer le sien. Devant cette formidable armada mécanique, quand on savait ce que les Ukrainiens avaient à lui opposer, personne n'était très optimiste. Le président a été très clair. La stratégie américaine allait devoir suivre 3 principes élémentaires. Premièrement, veiller à préserver et à renforcer la cohésion de l'OTAN. Deuxièmement, empêcher que les Russes l'emportent, faire le maximum pour soutenir les Ukrainiens. Et enfin, éviter de basculer dans une 3e guerre mondiale. Des milliers de soldats russes convergent vers Kiev. Si les Russes traversent l'Ukraine sans rencontrer de résistance, on craint que les pays du côté est de l'OTAN ne deviennent les prochaines cibles de Poutine. Il faisait encore nuit quand je suis arrivée à l'OTAN. Nous avions tous le même regard. Je crois qu'on se disait tous, cette fois, on y est. Il était évident ce matin-là que nous devions empêcher le conflit de s'étendre au-delà de l'Ukraine et de se transformer en une vraie guerre entre la Russie et l'OTAN. Nous avons évoqué la nécessité de faire pression sur Moscou et d'agir sans délai pour contrecarrer leurs projets stratégiques. Nous avons déclenché nos plans de défense, de la mer Baltique à la mer Noire, afin que Moscou n'ait aucun doute quant à la volonté de l'OTAN de protéger et de défendre chacun de ses alliés. Le matin même, des milliers d'hommes sont déployés en Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie. Jamais la présence de l'OTAN à la frontière russe n'avait été aussi massive. Mais aucun soldat de l'Alliance ne pénètre en Ukraine, où les armées de Poutine continuent d'avancer. Tout en restant solidaires de l'Ukraine, nous voulions éviter d'engager l'OTAN directement dans un concours de tir avec la Russie. L'armée ukrainienne, qui ne représente qu'une fraction des troupes russes, est en difficulté. Ses chefs demandent l'aide de la population, qui reçoit des armes ainsi que des instructions pour fabriquer des cocktails Molotov. Zelensky convoque le chef de son Conseil national de sécurité. Au cours d'une conversation avec le président, je lui ai expliqué comment je voyais l'évolution de la situation.
Je lui ai dit que malheureusement, nous serions obligés de résister seuls face à la Russie pendant une semaine et demie, 2 semaines. Notre objectif était de survivre. Si on survivait un certain temps, l'aide arriverait. Depuis des mois, en cas d'attaque contre l'Ukraine, les gouvernements de l'Ouest menacent Poutine de riposter par des sanctions qui paralyseront la Russie. À la Maison-Blanche, c'est Dalip Singh qui est chargé de cette question. Au département du Trésor en 2014, j'avais travaillé à l'élaboration des sanctions contre la Russie. Cette expérience nous avait beaucoup appris. Cette fois, nous devions frapper très fort et très vite. Si Poutine s'apprêtait à foncer, nous devions réagir avec la même intensité. Lors d'un sommet à distance, les dirigeants des pays du G7 se réunissent pour décider des sanctions contre quelques-unes des plus grandes entreprises russes et des oligarques les plus riches. Pour les Européens, dont les activités économiques dépendent des énergies russes, le coût de ces dernières pourrait se chiffrer en milliards. Face à cette situation de guerre, nous avons décidé donc ensemble d'infliger des coups très sévères à Moscou. L'Union européenne a travaillé étroitement avec l'ensemble de ses alliés, britanniques, canadiens, américains, pour concevoir l'ensemble des sanctions dont une nouvelle étape a été ce soir actée politiquement par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Le principe des sanctions, c'est qu'elles nuisent à celui qui est visé plus qu'à ceux qui les mettent en place. Il était clair qu'on ne pouvait pas imposer des sanctions qu'on serait obligé de lever rapidement parce qu'on ne pourrait pas les respecter. Si nous nous divisions, nous faisions le jeu de Poutine. Selon moi, il a toujours cru, avant même cette invasion, qu'il parviendrait à briser l'OTAN et à fragiliser les liens entre les pays du G7. En imposant d'entrée de jeu des sanctions énergétiques, nous aurions perdu notre cohésion et serions tombés droit dans le piège de Poutine. C'est pourquoi nous avons décidé de le priver progressivement de ses revenus provenant de l'énergie, sans faire bondir à court terme les tarifs de cette énergie, ce qui nous aurait fait perdre notre pouvoir collectif de résistance. I just spoke with the G7 leaders this morning, and we're in full and total agreement. Putin chose this war. And today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. Okay, thank you all very much. Dans un premier temps, j'ai pensé que ce lot de sanctions était le plus lourd de toute l'histoire économique. Mais ensuite, je l'ai trouvé bien insuffisant, car quand je regardais la télévision, ça ne faisait pas le poids face à toute cette barbarie. Les missiles pleuvaient sur les écoles et les hôpitaux. Il était évident pour moi que Poutine cherchait à terroriser le pays tout entier. Що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Якщо ви, шановні європейські лідери, шановні світові лідери, лідери свободного світу, якщо ви нам сьогодні не допоможете, якщо ви потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає в ваші двері. À Bruxelles, le président du Conseil européen invite Volodymyr Zelensky à prendre la parole lors d'un sommet d'urgence. Il y a un silence dans la salle assourdissant parce qu'on mesure bien que nous sommes réunis dans un moment où il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir sous nos yeux pour l'histoire de l'Europe. Il est apparu sur l'écran dans une sorte de bunker. Nous étions tous très émus en cet instant. Il lance un appel au secours. Il nous dit que les Ukrainiens se tiennent debout et vont se battre pour défendre les valeurs de l'Europe, les valeurs de la liberté, les valeurs de la démocratie. Et puis il y a cette phrase à la fin de son intervention qui est une phrase absolument terrible. Et il nous dit je sais pas si c'est la dernière fois que l'on se voit, je ne sais pas si je serai encore en vie dans les heures qui viennent. Quand il a dit « c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez », tout est devenu très réel.
La guerre, cela signifie aussi la mort. Nous le savons tous de manière intellectuelle. Là, c'était devenu très concret. Le lendemain matin, après s'être emparés de la base aérienne d'Ostomel et de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les troupes de Poutine sont aux portes de Kiev. Des centaines de milliers d'Ukrainiens fuient vers la frontière polonaise pour se réfugier en Europe. Les gouvernements occidentaux cherchent des moyens de pression contre Poutine. Poutine a soigneusement entretenu une image de brillant tacticien, de grand maître des échecs. Toujours d'après ce mythe, il aurait décelé une faiblesse dans sa citadelle économique. Afin de la corriger, il a constitué un trésor de guerre, une réserve de change. Nous devions à tout prix neutraliser ce trésor de guerre. Certains demandent au président américain d'exclure la Russie du système international d'échange financier SWIFT. Ces experts en sanctions veulent aller encore plus loin. Dès le vendredi 25, mes homologues européens m'ont demandé d'exclure les banques russes du système SWIFT. D'un côté, c'était encourageant, cette volonté soudaine de frapper beaucoup plus fort. Et je savais que pour taper là où ça faisait vraiment mal, il fallait sanctionner la Banque centrale russe. C'est la bombe nucléaire de la diplomatie économique. Ils l'ont tout de suite compris. Je leur ai demandé si leurs dirigeants allaient l'accepter. Tous ont répondu en quelques minutes, oui, ils seront d'accord. Kelly, the U.S. Treasury Department this morning announcing historic sanctions on the Russian central bank. The Treasury Department trying to limit Russia's access to any transactions worldwide. The Russian ruble hitting a record low against the dollar after those new sanctions. We mean what we say. So when we say all options are on the table and that we're prepared to continue to ratchet costs higher, it would be a mistake to doubt that resolve. L'hypothèse qui voulait que l'Ukraine s'effondre face aux armées de Poutine se révèle rapidement fausse. L'Ukraine se trouvait dans une situation extrêmement défavorable. Mais jour après jour, il tirait les leçons de ses combats. Il frappait le premier et le dernier véhicule d'un convoi, pour ensuite éliminer méthodiquement tous les camions-citernes. Ті, хто думали, що можна відновити Радянський Союз номер 2, так хворі амбіції Путіна, от ми їх руйнуємо. Оце позаду нас нова історія України. Les combattants ukrainiens ont réussi à encaisser le pire coup que les Russes pouvaient leur porter. Ils ont démontré leur capacité de résistance. C'est cela qui a, sans aucun doute, renforcé notre détermination, qui a montré au Congrès et au peuple américain qu'il était important de continuer à soutenir les Ukrainiens. Alors que l'offensive russe sur Kiev marque le pas, les États-Unis annoncent l'envoi d'armes en Ukraine pour un montant de 350 millions de dollars. À présent, même les pays qui refusaient encore de fournir de l'armement commencent à se raviser. Nous nous sommes réveillés dans un monde différent. Après le 24 février, nous avons fait beaucoup de réunions et discuté en petit comité à la chancellerie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a commis dans les pays voisins les pires crimes de l'histoire de la planète. Elle est responsable de la Shoah. Notre pays actuel est fondé sur l'idée qu'il ne peut pas redevenir une grande puissance militaire. Le chancelier allemand réunit le Bundestag en séance extraordinaire. Viele von uns haben noch die Erzählung unserer Eltern oder Großeltern im Ohr vom Krieg. Und für die Jüngeren ist es kaum fassbar. Krieg in Europa. Wir erleben eine Zeitenwende.
Quand on opère un revirement politique à 180 degrés, il faut être bien conscient de ce qu'on fait. Au moment où la Russie a envahi l'Ukraine, c'est apparu comme une évidence pour le chancelier et pour moi-même. Le moment était venu de changer de politique. Olaf Scholz met fin à des décennies de pacifisme. L'Allemagne livrera des armes à l'Ukraine, cessera de se fournir en gaz et en pétrole russe et allouera 100 milliards d'euros à son budget de défense. Quand le chancelier a regagné sa place, je lui ai envoyé un texto avec un seul mot, historique. Ça a fait tilt. L'Allemagne a compris qu'elle devait montrer qu'elle allait devenir une puissance militaire en Europe. Après avoir démantelé ses forces armées pendant 30 ans et profité des dividendes de la paix, il fallait qu'elle rattrape son retard. Mais l'aide à l'Ukraine des Occidentaux montre très vite ses limites. Alors que les bombardements russes ravagent son pays, Zelensky presse sans succès ses alliés d'imposer une zone d'exclusion aérienne. J'en ai discuté avec Ben Wallace. Il m'a dit très clairement que nous devrions alors, lui ou moi, ordonner à nos pilotes d'abattre des avions de chasse russes. Et là, on basculerait dans la Troisième Guerre mondiale. J'ai dit à Boris, il ne faut pas que les Russes puissent raconter que l'OTAN les agresse. Or, cette zone d'exclusion aérienne appartiendrait à l'OTAN et nous devrions la faire respecter. C'est précisément ce que Poutine aurait voulu, présenter cela comme un conflit OTAN contre Russie. C'est le secrétaire général de l'OTAN qui est chargé d'annoncer la mauvaise nouvelle. Bien sûr, c'est difficile de dire ça à quelqu'un qui est bombardé jour et nuit. Le président Zelensky était déçu. Il m'a demandé si c'était pour des raisons juridiques que l'on ne créait pas cette zone d'exclusion. Je lui ai répondu non, pour des raisons politiques, afin d'éviter l'escalade. L'armée russe a déjoué les défenses ukrainiennes et a pris le contrôle de vastes territoires dans le sud du pays. Alors que Poutine essaie de consolider ses conquêtes, son voisin et allié, le président biélorusse, appelle à la tenue de pourparlers pour la paix. Moins d'une semaine après l'invasion, il réunit les belligérants. Appelez cela comme vous voulez, mais ces événements sont une tragédie, car cela se passe en face de mon pays, sur l'autre rive du fleuve. Imaginez que vous découvrez un jour, en vous levant, que l'État de New York a déclaré la guerre à celui du New Jersey. Mon président a passé son temps au téléphone, soit avec le président Zelensky, soit avec le président Poutine. Il leur disait « Plus tôt vous commencerez à négocier, mieux ce sera ». On avait beaucoup de mal à leur serrer la main. Surtout quand on savait ce qui se passait dans notre pays. On pouvait les haïr, mais sans le montrer. Les discussions s'étendent sur plusieurs semaines avant de se déplacer en terrain neutre, en Turquie, les Ukrainiens ayant exprimé des craintes pour leur sécurité. On était arrivé à un projet d'accord que les deux parties ont paraphé. Il confirmait le fait que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. Il mentionnait la démilitarisation de certaines régions de l'Ukraine. C'était quasiment les objectifs de l'opération spéciale annoncée par le président Poutine. La Biélorussie et la Fédération de Russie étaient satisfaites de ces avancées. Mais brusquement, tout s'est écroulé. Nous étions prêts à mettre fin à cette guerre, mais à des conditions réalistes, pas uniquement à celles de l'ennemi. Nous demandions le retrait total des forces russes de notre pays, avant de reprendre les négociations. Les deux camps sont rentrés dans leurs capitales respectives et nous avons envoyé aux Ukrainiens l'accord déjà conclu, mais ils n'ont pas répondu. De toute évidence, ceux qui les soutiennent, les vrais décisionnaires, les États-Unis et les autres, leur ont dit « Non, c'est trop louche. Poutine accepte trop facilement. Ce n'est pas crédible. »
Nous nous sommes réunis dans le bureau du président. J'ai expliqué encore une fois qu'il était impossible de pactiser avec les Russes parce qu'ils n'avaient aucune intention de respecter le moindre accord. Il n'y a qu'une condition que la Russie serait prête à accepter, c'est la reddition de l'Ukraine. Le dialogue avec la Russie est impossible, elle ne comprend que la force. Après un mois de conflit, un sommet de l'OTAN réunit physiquement ses dirigeants pour la première fois depuis l'invasion. Depuis des années, l'Ukraine fait pression pour entrer dans l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, elle cherche plus que jamais des soutiens. Vladimir Putin has already crossed the red line into barbarism, and I think it's now up to NATO to see what more we can do to help the people of Ukraine to protect themselves. There's a deep institutional. Il y a une profonde culpabilité institutionnelle au sein de l'OTAN. Car si elle avait tenu ses promesses et placé les Ukrainiens sur la voie de l'adhésion, Poutine n'aurait jamais agi de cette façon. C'est notre interminable ambiguïté collective qui a été fatale. On disait une chose puis son contraire. Alors Poutine s'est dit, ils ne sont pas sérieux. C'est pourquoi tous les participants ressentaient une sorte d'obligation envers les Ukrainiens. Nous devions les aider matériellement. Pendant cette réunion avec tous les chefs d'État et de gouvernement, le président Zelensky est apparu sur écran. Ви маєте не менше 20 тисяч танків. Україна просила відсоток. 1% від усіх ваших танків. Віддати нам чи продати нам. Il nous a dit, donnez-nous 1% de vos chars, 1% de vos avions, 1% de votre artillerie et nous gagnerons. C'était un message très fort. On mesure bien que l'OTAN est embarrassé parce que l'OTAN peut condamner avec des communiqués cette guerre déclenchée, mais l'OTAN ne peut pas rentrer en guerre pour ne pas provoquer une troisième guerre mondiale. Il fallait trouver un juste équilibre, mais les Ukrainiens avaient du mal à le comprendre. Nous devions calibrer notre réaction de façon à ne pas alimenter la propagande des Russes, à ne pas leur offrir une excuse pour élargir le conflit. Quelques dirigeants au sein de l'OTAN espèrent encore une issue diplomatique. Parmi eux, Emmanuel Macron, qui maintient un contact étroit avec Poutine depuis l'invasion. Le travail que nous devons continuer à faire, c'est un travail de discussion. Je pense qu'il doit être incessant. Cette semaine, j'ai encore reparlé 2 fois au président Poutine. J'ai passé plusieurs heures pour essayer de construire les voies et moyens, essayer de mieux comprendre les limites. De manière évidente, les négociations ne permettront pas de déboucher dans les prochaines heures et les prochains jours. Mais il faut préparer le moment où ce sera possible. Je pense que c'est notre responsabilité et c'est le seul élément qui est cohérent avec le fait que nous ne menons pas, nous, la guerre. J'étais contrariée de voir que certains dirigeants, comme le président Macron, essayaient encore de discuter avec Poutine. Pour moi, cela brouillait le message de fermeté de l'Occident. Il y a simplement beaucoup de gens qui n'ont pas compris ou voulu comprendre que je puisse continuer de discuter avec le président Poutine. Je l'ai fait en transparence avec le président Zelensky, parfois à sa demande. Et je l'ai fait parce que je pense que c'est le rôle de la France. Tous ces efforts de paix sont bientôt anéantis à la suite d'horribles découvertes faites en Ukraine. À mesure que les troupes de Zelensky repoussent les Russes hors de Kiev, des preuves d'exécutions sommaires et d'actes de torture apparaissent. J'ai été le premier représentant de l'État à se rendre à Boutcha après les événements qui s'y sont produits. C'était le lendemain de la libération. Quand on voit les atrocités commises par ces ordures, on reste sous le choc. Le 4 avril, le président ukrainien se rend en personne à Boutcha. Ми вважаємо, що це військові злочини, людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, що це більше, ніж це є геноцид. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Ces découvertes ont constitué un point de non-retour. Elles ont signé la fin des négociations avec la Russie. Le lendemain,
Volodymyr Zelensky est invité à s'exprimer devant les Nations Unies. Il a face à lui des alliés de l'Ukraine, mais aussi des pays plus favorables à Poutine. C'est au tour du Royaume-Uni d'assurer la présidence. I now give the floor to His Excellency Mr. Volodymyr Zelensky, the President of Ukraine. You have the floor, sir. Дуже дякую. Шановна пані голово страни. Il y a eu toutes sortes de problèmes techniques. On s'échangeait des messages laissant entendre que les Russes avaient bricolé le système, sans que personne puisse le prouver. Mais dès qu'il a pris la parole, nous avons tous eu les yeux rivés sur l'écran. Де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає. Il a dit très clairement ce qu'il attendait des Nations Unies. Il a ensuite annoncé qu'il souhaitait présenter une vidéo montrant des violations des droits de l'homme commises par la Russie. Il l'a lancée, elle ne durait qu'1 minute, mais c'était beaucoup d'atrocités pour 1 minute. I suggest we return to the video. Thank you. En regardant attentivement ces corps calcinés, on voyait qu'ils avaient les mains ligotées dans le dos. Je me souviens d'une main avec des ongles vernis qui se détachaient de la boue. Le sentiment d'horreur était palpable dans le Conseil de sécurité. Ça nous a tous profondément marqués. I would like to thank the delegation of Ukraine for sharing that video with us. You have to be convinced that this is. Comment être sûr que ce n'est pas un trucage? Sur d'autres vidéos, j'ai vu ces soi-disant morts se relever, fumer une cigarette, puis s'allonger de nouveau comme s'ils étaient morts. C'est une guerre de l'information. Rien n'est jamais sûr à 100%. Я знаю, і ви прекрасно знаєте, що говоритимуть представники Росії у відповідь на звинувачення у цих злочинах. Зараз є безперечні докази. Zelensky souligne alors un problème fondamental selon lui. La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, peut bloquer n'importe quelle résolution par son veto. Ви можете зробити 2 речі. Або усунути Росію як агресора і джерело війни, або покажіть, як можна переформатуватись і працювати реально заради миру. Або, якщо ваш чинний формат безальтернативний і виходу просто немає, то далі тільки саморозпуск. Quand il a dit « la seule solution est la dissolution », j'ai pensé exactement. Le Conseil de sécurité est tellement obsolète. C'est un dinosaure qui s'accroche au moindre vestige de pouvoir pendant que le monde s'enfonce dans les crises. Je comprends parfaitement ce sentiment de frustration. Le Conseil de sécurité se retrouve paralysé parce que le pays envahisseur dispose d'un droit de veto. C'est une situation que je trouve, d'un point de vue logique, absurde. Mais je ne compte pas pour autant demander la dissolution du Conseil de sécurité. Après 6 semaines de guerre, les morts et les blessés se comptent par dizaines de milliers. Et plus de 4 millions d'Ukrainiens ont été contraints de fuir leur pays. L'armée russe renforce son emprise sur des régions du sud et de l'est. Environ 20% de l'Ukraine sont désormais aux mains de Poutine. Afin d'obtenir une chance, même minime, de repousser les Russes hors d'Ukraine, Zelensky a besoin d'une aide militaire bien supérieure de la part des Occidentaux, et surtout des Américains. Ce même mois, le secrétaire à la Défense des États-Unis se rend sur la plus grande base aérienne américaine en Europe, où il a réuni les ministres de plus de 40 pays.
Les Ukrainiens n'étaient pas certains de pouvoir maintenir leur effort sur la durée. Quelques pays, ils étaient nombreux en fait, ne savaient pas vraiment quelle procédure suivre pour fournir des armes, des munitions, etc. Là, il y avait un problème. Nous avions chacun un accord bilatéral avec les Ukrainiens. Mais pour eux, c'était exténuant d'appeler Paris, Londres, Varsovie, Washington, toutes ces capitales dans le monde pour demander de l'aide. Grâce à nos partenaires, nous avons obtenu des équipements de protection. En revanche, le délai entre la décision et la réception a été relativement long. Si nous avions reçu ces équipements dès les premiers jours de la guerre, et que nos partenaires avaient cru en nos capacités de résistance, il y aurait eu bien moins de victimes civiles. Les Ukrainiens ont tout de suite réalisé un travail de lobbying très intelligent. Tout le monde, les parlementaires, les journalistes, les militaires, recevaient des demandes de matériel. Il fallait absolument coordonner tout ça. J'essayais de convaincre les membres de l'OTAN que leur intérêt était d'aider l'Ukraine à gagner cette guerre sans faire couler le sang de leurs propres soldats. Eux se contentaient de dépenser de l'argent, des munitions ou des armes, et la partie combat, on s'en chargeait. Russia is waging a war of choice to indulge the ambitions of one man. We want Ukraine to be successful. Nous voulons que l'Ukraine gagne cette guerre, car si elle la perd, ce sera un coup terrible pour l'avenir de la sécurité européenne. Les Américains ont pris cette décision à l'américaine, c'est-à-dire « allez, on y va ». Ils ont très bien joué leur rôle de fédérateur. Nous étions près de 50 pays dans cette salle. Cela montrait bien que la communauté internationale était décidée à agir. À peine 2 mois plus tôt, à Munich, Zelensky suppliait les pays de l'Ouest de lui livrer davantage que des casques. Aujourd'hui, les États-Unis et leurs alliés s'engagent à fournir à l'Ukraine des milliards de dollars d'armes offensives. Dans ce conflit, à chaque étape, nous, les soutiens de l'Ukraine, nous finissons par faire le nécessaire, mais toujours avec du retard. Pour Poutine, cette promesse d'augmenter l'aide militaire à l'Ukraine est une preuve supplémentaire que c'est l'Occident qui attise le conflit. Запад не только стремился реализовать сценарий антироссии, но буквально накачивал Украину оружием и военными советниками. На развитие экономики, на благополучие живущих там людей наплевательски к этому относятся. Никак. А вот на создание плацдарма НАТО на Востоке, направленного против России, денег не жалели и не жалели. On ne peut pas fermer les yeux sur cette expansion de l'OTAN. Ils ne se contentent pas de déployer des armes. Ils désignent clairement la Russie comme leur ennemi. Comment pourrait-on alors considérer l'OTAN comme une colombe pacifique qui protégerait ses membres ? Les dirigeants de l'OTAN profitent de leur sommet annuel pour se livrer à une démonstration de force. Ils défient ouvertement Poutine. La Suède et la Finlande, 2 pays avec une longue tradition de neutralité, sont sur le point de rejoindre l'Alliance. Un an avant l'invasion, personne n'évoquait l'adhésion de ces pays à l'OTAN. Quand Poutine les a tous avertis que la Russie s'y opposait, le président finlandais a dit « Nous devons choisir en toute liberté ». Lorsque Poutine a exigé la fin de l'élargissement, en s'adressant aussi à la Suède et à la Finlande, la situation a changé du tout au tout. Le débat sur l'entrée dans l'OTAN est certainement plus intense en Suède que dans n'importe quel autre pays, puisque nous sommes non alignés depuis 200 ans. Nous n'avons connu aucune guerre sur cette même période. Mais quand on commence à en discuter, on se dit « Quelle est la situation aujourd'hui ? La Russie a envahi un voisin, un pays ami et démocratique. »
La Finlande joue le rôle de passerelle entre la Russie et l'Ouest depuis la guerre froide. Et son président a rencontré Poutine plus souvent que n'importe quel autre dirigeant européen. Avant le sommet de l'OTAN, il a appelé le Kremlin. J'ai décidé d'informer Poutine que nous allions entrer dans l'OTAN. Je n'aime pas faire les choses en douce. Il faut dire clairement ce qu'on pense. J'ai été plutôt surpris par sa réaction. Il a dit « Vous faites une erreur ». La neutralité des Finlandais et leurs excellentes relations avec la Russie étaient pour eux un atout, et ils l'ont gâché. Nous n'avons jamais pointé un seul missile sur la Finlande. Ils étaient vraiment neutres, mais cela a changé, et nous en tiendrons évidemment compte dans nos choix politiques et militaires. Au cours du sommet, la Suède et la Finlande sont officiellement invitées à entrer dans l'OTAN. C'est important pour l'OTAN, mais c'est également un message très clair au président Poutine. Il a déclaré la guerre parce qu'il voulait moins d'OTAN à ses frontières. Il a obtenu le résultat inverse. Zelensky accueille cette décision avec amertume. Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро. Вони відкриті, а коли ти підходиш, турнікети закриваються. Поки не заплатиш. І хіба Україна ще недостатньо заплатила? Je comprends que l'Ukraine souhaite adhérer au plus vite, mais elle ne peut pas devenir membre en plein milieu d'une guerre. Avant toute chose, nous devons faire en sorte que l'Ukraine l'emporte en tant que nation souveraine. Si elle n'est pas victorieuse, cette adhésion n'aura aucune raison d'être. Tout le monde m'avait dit que si on rejoignait l'Alliance, la Russie lancerait une invasion à grande échelle. Moi, je disais qu'on serait envahi, quoi qu'il arrive. L'Europe a bien fini par s'unir, mais seulement après le déclenchement d'une guerre à grande échelle contre nous. Zelensky et les pays occidentaux doivent livrer un combat acharné. Les armées de Poutine se sont retranchées dans le sud et l'est, et le président russe semble décidé à prolonger cette guerre aussi longtemps que nécessaire. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее. Слава нашим доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Cette guerre en Ukraine est arrivée après une longue période d'hésitation et de réticence des Occidentaux à faire face à Poutine. Et lorsque la démocratie recule, l'autocratie s'installe. J'espère que l'invasion de l'Ukraine mettra un point final à tout ça. Aujourd'hui, l'Occident dit « Poutine, c'est fini. On te remet dans ta boîte. » Dans le deuxième épisode, le soutien des Occidentaux à l'Ukraine commence à montrer des faiblesses. Hello, Vladimir. Pendant ce temps, Poutine tisse son réseau d'alliances à travers le monde. Je dis, il y a une guerre en Europe, ça vous étonne? Pas moi. Je n'ai jamais parlé au président Zelensky, mais j'aimerais lui demander quel est votre objectif? Battre la Russie? Moi, je dis bonne chance à tous ceux qui espèrent vaincre une grande puissance nucléaire sur le terrain. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine a lancé une invasion qui a ébranlé le monde. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей, то ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Voici le récit de l'année qui suit, fait par les chefs d'État et de gouvernement qui l'ont vécu. Il y a la guerre et toute la région est déstabilisée. Donc nous devons être forts. J'ai déclaré que je ne partirai pas. Si nous avons été élus, c'est en vue de ce jour.
Dans ce deuxième épisode, la guerre a des répercussions sur la planète entière. On a fait un déplacement d'une journée à Pékin et le chancelier a parlé du danger plus ou moins latent que le conflit puisse dégénérer en guerre nucléaire. J'ai dit, il y a une guerre en Europe, ça vous étonne? Pas moi. Et tandis que Poutine forge son propre réseau d'alliances, le soutien occidental à l'Ukraine commence à vaciller. J'ai dit, je ne suis pas Amazon. On fera le maximum pour vous aider, mais vous devez communiquer, pas simplement nous remettre une liste de courses. En avril 2022, 6 semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, la ville de Mariupol est au cœur de la bataille. Les troupes russes se rapprochent de l'immense complexe sidérurgique de la ville. Poutine convoque son ministre de la Défense. Владимир Владимирович, остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. La ville est assiégée. Des centaines de personnes, y compris des femmes et des enfants, sont piégées dans l'usine sans eau ni nourriture. Les Nations Unies se doivent d'intervenir. Les Nations Unies n'étaient pas très bien considérées à Kiev. Je crois que Zelensky et les dirigeants ukrainiens nous reprochaient notre manque d'initiative. Nous devions redorer notre image. Je suis allé voir le secrétaire général pour lui dire « Dans ce type de conflit, il n'est pas rare que l'on réussisse à obtenir un cessez-le-feu humanitaire. » Nous avons décidé d'agir, car nous ne pouvions pas faire cesser cette guerre. J'ai dicté une lettre au président Poutine et une au président Zelensky. Le lendemain, j'ai reçu une réponse qui disait « Le président Poutine vous recevra mardi à 17h. » Надеюсь все-таки, что это приведет нас к какому-то позитивному результату. Avec le président Poutine, en présence des caméras, nous avons présenté les positions officielles de la Fédération de Russie et des Nations Unies. Puis, nous avons enfin eu un vrai tête-à-tête. Да, действительно, мы слышим, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, прикрываясь гражданским населением. Je lui ai dit, les Nations Unies sont prêtes à mobiliser tous leurs moyens pour évacuer les occupants d'Azovstal vers des zones sous contrôle ukrainien. Le président Poutine a promis d'y réfléchir. Antonio Guterres aborde alors un autre problème humanitaire qui concerne les belligérants, mais aussi le monde entier. La marine russe bloque les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire. Il faut trouver une solution pour sortir les céréales et les grains qui sont aujourd'hui à Odessa. La première façon de les sortir, c'est d'utiliser le port d'Odessa et par la mer d'évoluer. Pour cela, il faut l'accord de la Russie. Il faut que les Ukrainiens enlèvent les mines flottantes, ou en tout cas sache frayer un chemin, et que la Turquie, qui a un rôle particulier en mer Noire, puisse aussi accompagner les choses. Et la Russie, aujourd'hui, refuse cela, et on ferait sinon prendre un trop grand risque aussi à l'Ukraine, puisque par cette voie, les Russes pourraient en profiter pour attaquer. Nos estimations étaient réellement effrayantes. L'Ukraine et la Russie détenaient 30% du marché du blé.
Il fallait absolument que les céréales et les engrais ukrainiens et russes arrivent sur le marché. C'était le seul moyen d'éviter des famines de plus grande ampleur. Antonio Guterres était très préoccupé par la situation alimentaire dans le monde. Il a proposé de conclure un accord sur les exportations de céréales de la Russie et de l'Ukraine. Guterres fait une proposition audacieuse. Il promet d'œuvrer avec les pays occidentaux pour faciliter l'exportation des céréales russes. J'ai dit, il y aurait une solution satisfaisante pour tous. Si vous autorisez les exportations ukrainiennes, les Nations Unies feront en sorte, avec les Américains, l'Union européenne et l'Ukraine, que les exonérations de sanctions, dont bénéficient les denrées alimentaires et les engrais, soient appliquées concrètement. Sa réaction a été positive. Il a dit « Je suis prêt à en discuter ». Ainsi, Guterres ouvre une porte à Poutine au moment où l'Occident tente de le mettre à l'écart. À l'ONU, les alliés de l'Ukraine ont déposé une résolution visant à suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme après la découverte du massacre de Boutcha. Russia's actions are beyond the pale. Russia is not only committing human rights violations, it is shaking the underpinnings of international peace and security. Je suis allée à Boutcha et j'ai parlé avec des gens à qui les soldats russes avaient fait subir les pires atrocités. J'ai vu des transformateurs électriques entièrement détruits. Notre position était claire comme de l'eau de roche. Ce n'est pas en excluant un pays d'un organe des Nations Unies que l'on résoudra le problème. La mission des diplomates, c'est de discuter avec leurs opposants ou même avec leurs ennemis. On n'a pas besoin d'eux pour discuter avec nos amis. Pour nous, cette campagne avait un aspect foncièrement malhonnête. Nos amis européens ont l'indignation facile. Ce sont des purs et durs en parole, mais ils n'ont pas assez de courage pour envisager une refonte des structures mondiales du pouvoir et des privilèges. Ici, à New York, les Russes ont multiplié leurs actions d'intimidation. Mes homologues m'ont confié que les Russes les avaient menacés d'annuler les visas de travail de leurs ressortissants en Russie ou encore de mettre fin à leurs aides humanitaires. Devant ces pressions, l'un d'eux m'a dit « Nous pensons comme vous, mais nous ne votons pas comme vous ». La véritable pression vient souvent des Occidentaux. Un très bon test en matière de diplomatie consiste à voir si vous pouvez être proche de vos amis, comme les Américains ou les Britanniques, sans pour autant leur être redevable. La résolution est adoptée. La Russie est suspendue du Conseil des droits de l'homme. Toutefois, les représentants occidentaux constatent avec surprise que le soutien n'est pas aussi massif qu'escompté. 58 pays se sont abstenus et 24 ont voté contre, notamment la Chine. Juste avant l'invasion, les présidents russes et chinois annonçaient un partenariat sans limite. Certains dirigeants occidentaux espèrent encore convaincre Xi Jinping de se rallier à leur cause. Tous les dirigeants internationaux savent pertinemment le rôle et l'influence que la Chine peut exercer sur la Russie. Elle a certainement plus d'influence qu'aucun autre pays au monde. L'un de ses leaders est Boris Johnson, qui a décidé de parler à Xi Jinping directement. J'ai dit à Xi Jinping, voulez-vous réellement rester enchaîné à ce voyou? Voulez-vous vraiment que ce paria mondial soit votre homme de main, votre intermédiaire sur la scène européenne? Parce qu'il est condamné à l'échec. C'est ce que j'ai voulu lui faire comprendre. Les Chinois ne sont évidemment pas convaincus par les arguments de Boris Johnson, qui reflètent un point de vue typiquement occidental. Boris Johnson se montre ignorant de l'évolution des relations sino-russes. Les Russes vendent à la Chine tout ce dont elle a besoin. De l'énergie, bien entendu, mais aussi des systèmes d'armes sophistiqués.
Les Russes, eux, ont besoin des produits manufacturés des Chinois. Leurs modèles d'échanges commerciaux sont donc parfaitement compatibles. Fort de ces échanges commerciaux avec la Chine, Poutine n'a que faire d'un accord sur les céréales. Je ne voyais rien qui aurait pu motiver un arrêt des combats pour permettre le départ de ces navires. Les Russes n'y voyaient, selon moi, aucun intérêt immédiat. C'était la chose à faire, par principe, pour des raisons humanitaires, pour les pays du Sud. Mais ça n'est pas arrivé. Face à la famine qui menace, il est urgent d'augmenter la pression sur le président russe. À Genève, l'organisation de David Harland cherche une solution en collaboration avec l'ONU. On s'est donné beaucoup de mal afin de rendre cet accord assez attractif pour que Poutine ait envie de l'accepter. On a essayé de mobiliser le gouvernement chinois, ceux du Moyen-Orient et d'Afrique pour faire pression sur Poutine. Le président sénégalais Macky Sall, à la tête de l'Union africaine, rend visite à Poutine dans sa résidence sur la mer Noire. Je me suis rendu à Sochi au nom de l'Afrique. C'est mon devoir et le devoir des Africains de sensibiliser le président Poutine sur ce fait. C'est qu'il fallait tout faire pour aider à libérer les céréales d'Ukraine. Et que les gens souhaitent que la Russie ne crée pas de difficultés pour cette exportation. Cette visite a fait beaucoup de mécontents dans le camp occidental. Ils ont dit « Mais il est en train de s'acoquiner avec Poutine ». Pourtant, c'est exactement ce qu'on lui demandait. Malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains quand même ont évité de condamner la Russie dans cette situation. Il était là pour faire passer un seul message. Il pouvait dire « je vous aime » ou « la Russie est un champion de l'anticolonialisme », peu importe. Mais il devait dire « Vladimir, je veux que vous laissiez partir les navires de céréales ». Et il l'a fait. Mais la réponse de Poutine n'est probablement pas celle que Macky Sall attendait. Cette demande se heurte aux sanctions. Et c'est pourquoi nous avons pensé, après cet échange, faire un appel aux partenaires occidentaux pour qu'on lève les sanctions sur les engrais, notamment l'urée et tous les produits et tous les engrais qui sont donc exportés et qui alimentent notre agriculture. Quelques jours plus tard, le président du Conseil de l'Europe est invité aux Nations Unies. Il y a une guerre sur le sol ukrainien. Et alors il y a une autre bataille, qui est la bataille dans la communauté internationale. Et la Russie, à ce moment-là, a déclenché le narratif selon lequel c'était les sanctions européennes qui seraient la conséquence de difficultés en termes de sécurité alimentaire. Mais j'ai l'impression qu'on devait d'emblée expliquer le narratif vers les pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie, pour ne pas laisser la Russie propager ses mensonges. Russia is solely responsible for this food crisis, Russia alone, despite the Kremlin's campaign of lies and disinformation. This is propaganda, pure and simple propaganda. Let's get to the facts. The EU has no sanctions on the agricultural sector in Russia. Zero. And even our sanctions on the Russian transport sector do not prevent Russian flagged vessels from carrying grain, food or fertilizers to developing countries. The EU, on the contrary, is doing all we can to help Ukraine's agricultural exports. La semaine suivante, 4 chefs d'État européens se rendent à Kiev pour manifester leur soutien à l'Ukraine. La crise alimentaire mondiale que nous traversons est une conséquence directe de la guerre menée par la Russie. Elle n'a pas d'autre explication. Et je rappelle d'ailleurs que les sanctions qui ont été successivement prises par les Européens ne touchent pas les produits agricoles russes, contrairement à ce qui a souvent été dit. Nous appelons donc solennellement, ensemble, depuis Kiev, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité,
a accepté que les Nations Unies organisent l'exportation des céréales. Mais Poutine n'est pas encore décidé. Un seul pays a assez de poids pour le convaincre. La Chine a investi des milliards dans toutes sortes de projets à travers le continent africain. Une crise alimentaire d'envergure menacerait leur réussite. En juillet, la Chine demande publiquement à la Russie de ratifier l'accord sur les céréales. Les Chinois se sont exprimés, la Russie a compris le message et l'accord a été conclu. La cérémonie de signature se tient à Istanbul, plaque tournante des échanges maritimes en mer Noire. Cela a été un immense soulagement. On a senti que quelque chose était possible et qu'au cœur même de cette horrible tragédie, il restait une lueur d'espoir. C'était un vendredi. Le lendemain, je devais reprendre l'avion pour New York. L'esprit enfin libre. C'est alors que la nouvelle est tombée. Les Russes avaient bombardé Odessa. Odessa regorge d'entrepôts de céréales et de navires en attente de chargement. Cette attaque était une pure provocation. Il y a eu entre nous un moment de calme. Nous avions besoin de réaliser que nous n'avions pas signé la paix, simplement un accord en plein milieu d'une guerre. Bientôt, des millions de tonnes de céréales vont sortir des ports ukrainiens. Mais sur le front, les combats se poursuivent sans relâche. Zelensky presse ses alliés de lui fournir des armes qui lui permettraient de repousser les Russes. Nous étions dans une situation très difficile. Nous devions nous procurer des armes dernier cri. Nous devions établir des liens personnels avec les chefs d'État, qui pourraient nous fournir des technologies et des armes. Comme nos communications n'étaient pas sécurisées de manière satisfaisante, avec mon homologue à la Défense, nous utilisions des noms de code pour les armes. Cette idée est venue de lui. Pour chaque type d'arme, on utilisait un nom de whisky. Si je disais « je vous envoie du Glenfiddich », cela signifiait des missiles anti-chars. Pour les harpoons, les missiles anti-navires, on parlait de whisky d'Islay. Il y avait aussi les Glenmorangie, et ainsi de suite. Ce n'est pas du placement de produits. Cette histoire est vraie. En juin, le ministre de la Défense britannique se rend à Kiev. Les Ukrainiens réclamaient sans cesse des armes. Mais il fallait qu'ils comprennent que ces demandes étaient assorties de garanties. Je suis allé leur parler de la prochaine étape et de la façon de communiquer avec les Occidentaux. J'ai rencontré un ministre et l'état-major. La réunion durait 45 minutes, mais en 40 minutes, je m'étais à peine exprimé. J'ai dit, on arrête tout. On fera le maximum pour vous aider, mais vous devez communiquer. Pas simplement nous remettre une liste de courses. Les membres du Congrès américain réclameront des garanties. Ils voudront s'assurer que ces aides seront utilisées à bon escient et vous assureront la victoire. Le Congrès américain a déjà voté plus de 54 milliards d'aides militaires à l'Ukraine. Jim Risch est le chef des Républicains au sein de la Commission sénatoriale des Affaires étrangères. J'ai voulu aller là-bas, voir ça de mes propres yeux. Nous avons discuté en détail des armes qu'il souhaitait et de celles qu'il recevait déjà. Zelensky a dit, « Nous ferons cette guerre à votre place, mais vous devez nous aider. » À la gare, en repartant,
Nous avons vu arriver une colonne d'ambulances. Elles se sont rangées le long des quais. J'ai demandé ce qui se passait et on m'a répondu « C'est comme ça tous les soirs. On ramène les morts et les blessés du front. » Le train s'est arrêté. Les premières voitures contenaient des salles d'opération. On voyait les chirurgiens travailler. Soudain, tout cela est devenu extrêmement concret. À mon retour, j'ai dit à mes amis du Conseil de sécurité nationale et du département d'État, ils ont besoin de plus d'armes, et plus rapidement. C'est vrai, vous en avez déjà donné, mais il faut continuer. On ne gagne pas une guerre sans l'intensifier. Quand l'ennemi tire une balle, vous devez en tirer deux, sinon vous perdrez. Six mois après le début de la guerre, la ténacité de Zelensky porte ses fruits. La première grande contre-offensive ukrainienne s'appuie sur certains des équipements militaires les plus puissants des nations occidentales. Nous avons livré des HIMARS qui permettent aux Ukrainiens de frapper dans la profondeur. Les Russes ont changé la disposition de leurs forces et ils ont commencé à dégarnir leurs lignes autour de Kharkiv. Les Ukrainiens en ont profité et ils ont remporté de belles victoires. Nous étions stupéfaits. Une vague d'unités ukrainiennes s'est immédiatement élancée vers Kharkiv. Le lendemain matin, j'ai rencontré Lloyd Austin et nous leur avons montré notre progression sur la carte. Ils étaient très enthousiastes. Pendant ce temps, Poutine assiste à un sommet eurasiatique en Ouzbékistan. Добрый вечер. Киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет результат, чем она закончится. Le président russe est censé y être entouré d'amis, Xi Jinping en tête. Mais avec les troupes russes en difficulté en Ukraine, le monde attend de voir si leur partenariat est réellement sans limite. Les performances militaires des Russes sont très surprenantes. On s'attendait à ce qu'ils réalisent une campagne brillante et obtiennent une victoire très rapide et très facile. Mais de toute évidence, ils sont en train de s'enliser. Les inquiétudes. Ce mot, inquiétude, m'a vraiment frappé. On l'utilise lorsqu'on essuie de nombreuses critiques dans une conversation privée. Inquiétude signifie critique en langage diplomatique. La Chine, comme la Russie, craint que ce conflit entre dans une phase destructrice. Il n'oppose pas simplement la Russie et l'Ukraine, mais la Russie et l'Occident. La même semaine, les dirigeants du monde entier se rendent à New York pour l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. L'atmosphère était sérieuse. On s'intéressait de plus en plus aux retombées de cette guerre sur les pays les plus fragiles. Il y avait cette volonté de voir une désescalade de ce conflit. Nous appelons à la désescalade et pour une solution négociée afin d'éviter le risque catastrophique d'un conflit potentiellement mondial.
Il y a un certain nombre de pays qui sont clairement du côté de la Russie. Heureusement, ils ne sont pas très nombreux. Il y a beaucoup de pays clairement du côté de l'Ukraine, de l'Europe, des États-Unis et de nos alliés. Et puis, il y a des États qui n'ont pas tellement envie de prendre position sur ce sujet. Et nous mesurions bien qu'il était très important de mener cette bataille de l'argumentation pour rallier une large part de la communauté internationale. C'est ce qui s'est passé dans le cadre des résolutions à l'Assemblée générale des Nations unies. Nous savons tous, ici, que seul un accord respectant le droit international permettra de rétablir la paix. Nous savons tous aussi qu'une négociation n'aboutira que si la souveraineté de l'Ukraine est respectée, son territoire libéré, sa sécurité protégée. Nous voulons seulement récupérer les territoires qui nous appartiennent. Si nous abandonnons des régions, de plus en plus de pays commenceront à se disputer des territoires et le monde entier sombrera dans le chaos. Je sais aussi que certains pays, ici représentés, sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. C'est un risque de division du monde qui se joue en raison des conséquences directes et indirectes du conflit. Au sein de l'Assemblée, une nation brille par son absence. Depuis Moscou, le président russe réussit pourtant à dicter l'ordre du jour. В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Pour beaucoup de pays, c'était très effrayant. Nous, les observateurs, nous comprenions que ce scénario devenait terriblement dangereux. Non content de brandir la menace nucléaire, Poutine annonce également le rappel de 300 000 réservistes. Le plus triste, c'est que cela montrait bien que ce conflit ne s'arrêterait pas de sitôt. Je ne suis pas censé commenter les décisions du président de la Fédération de Russie, mais pour moi, le message était très clair. Cette opération allait se poursuivre. Il revient au ministre des Affaires étrangères de Poutine de défendre son président. Sergueï Lavrov a récité sa litanie habituelle de justification, à savoir que c'était la Russie qui était menacée, qu'ils étaient les victimes dans cette affaire. Nous observions tous Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. À la façon dont il rassemblait ces documents, il était clair qu'il se désintéressait de ce qui se passait. Un collaborateur m'a fait passer une note, comme cela nous arrive parfois. Elle disait « Il semble sur le départ. S'il s'en va, interpellez-le. » He has left the chamber. I'm not surprised. I don't think Mr. Lavrov wants to hear the collective condemnation of this council. Malgré la contre-offensive de Zelensky, l'armée russe contrôle encore près de 20% de l'Ukraine. Pour tenter d'annexer ces territoires, Poutine organise des référendums dans les 4 régions concernées, Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia, et revendique la victoire. Раз, два, три! Ура! 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 А в Москві сьогодні відбувся якийсь там черговий, чесно кажучи, фарс. Щось там відзначали, щось там скандували, співали на площі. Нелюди. Нелюди. Мы стали сильнее, потому что мы вместе.
За нами правда, а в правде сила, а значит победа. Победа будет за нами! Une semaine plus tard, une énorme explosion frappe le pont reliant la Crimée à la Russie. Un ouvrage inauguré par Poutine lui-même en 2018. Dans les 24 heures qui suivent, la Russie riposte par les tirs de missiles les plus massifs depuis l'invasion. Des centaines de milliers d'Ukrainiens se retrouvent privés d'eau et d'électricité. Au même moment, la guerre menace de prendre une tournure encore plus critique. Le ministre russe de la Défense, Shoigu, a contacté les Français, les Turcs, les Britanniques et les Américains. Il affirmait détenir des informations selon lesquelles l'Ukraine allait utiliser une bombe sale. Soit il croyait de bonne foi à des informations douteuses, soit il y croyait parce que ça entrait dans le cadre d'une opération de désinformation. Comment le savoir? Même si pour nous c'était faux, nous avons pris cette affaire au sérieux. Si Shoigu veut m'appeler, je lui répondrai. Les accusations russes à propos de cette bombe sale ne font qu'attiser les inquiétudes autour de la grande question. Jusqu'où Poutine est-il prêt à aller? Joe Biden a évoqué le risque d'apocalypse nucléaire, l'Armageddon. On a une doctrine, la dissuasion fonctionne, moins on en parle et moins on agite la menace, Mais plus le on est problème, c'est que crédible. tout le monde en parle. Devant un parterre d'experts en politique étrangère, Poutine se voit rappeler d'anciens propos, selon lesquels les Russes iraient au paradis en cas de guerre nucléaire. Вы сказали, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? Вот вы задумались, это уже настораживает как-то. А я специально задумался, чтобы вы насторожились. À la recherche d'une personne capable de freiner Poutine, le chancelier allemand se rend à Pékin. La Chine était encore sous confinement strict à cause du Covid. Et on a fait un déplacement d'une journée à Pékin. On est arrivé le matin et on a eu un entretien de 90 minutes avec le président chinois. Quand les dirigeants européens arrivent à Pékin, leur priorité est de persuader la Chine de condamner les agissements de la Russie. Le président Xi Jinping ne considère pas la Russie comme l'unique responsable de cette guerre. L'OTAN a poursuivi son élargissement et provoqué les Russes par ses nombreuses initiatives politiques. Insofern ist es gut, dass wir einen ganz intensiven Austausch hier haben werden über alle Fragen, die wir miteinander besprechen wollen und können, auch was unsere bilateralen Beziehungen. Le chancelier a parlé du danger, plus ou moins latent, que le conflit puisse dégénérer en guerre nucléaire. Et il était important pour lui de rappeler au camp chinois les responsabilités qui sont les siennes. Xi Jinping a dit au chancelier Scholz « Il est impossible que les Chinois cautionnent l'utilisation de l'arme nucléaire par les Russes en aucune circonstance, sauf pour des représailles. » Scholz était très satisfait. Pendant le vol de retour, le président chinois a publié un communiqué de presse dans lequel il soulignait qu'il fallait exclure l'emploi d'armes nucléaires. Ça a été un moment important. Le sommet du G20 a lieu à Bali. Poutine menace de quitter l'accord sur les céréales, accentuant ainsi la pression sur les cours alimentaires mondiaux, tandis que ceux de l'énergie continuent de grimper en flèche. On était très inquiets de la réunion du G20, parce qu'on redit que cette réunion du G20 soit l'occasion pour le Kremlin d'utiliser le G20 comme une caisse de résonance pour fragmenter le monde. On mesurait bien qu'il y avait un risque de perdre un certain nombre de pays qui étaient un peu considérés comme les swing states
Nous souhaitons la fin de la guerre, nous souhaitons une désescalade et pour cela, nous demandons d'engager des discussions avec la Russie et l'Ukraine et avec les autres parties. Il faut que ce conflit cesse immédiatement. Les crises alimentaires, énergétiques et financières doivent être rapidement résolues. Cela est possible si nous parvenons à dialoguer et à collaborer. Si des pays comme l'Afrique du Sud souffrent de l'augmentation du prix de l'énergie ou voient leur approvisionnement en engrais compromis, il se peut très bien que ces pays portent un regard différent sur la situation et disent qu'il faut rétablir la paix, que l'Ukraine n'a qu'à se faire une raison. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. Afin de convaincre les pays sceptiques, les dirigeants occidentaux exhortent Volodymyr Zelensky à montrer qu'il prépare réellement la paix. Я хочу представити наше бачення шляху до миру, як його реально досягти, і не тільки для нас, але й для усіх вас. Le président présente un plan en 10 points, précisant que la Russie doit se retirer complètement de l'Ukraine avant toute négociation. Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що Zelensky intervient assez longuement, avec une très puissante argumentation, et on voit que Lavrov se sent mal à l'aise, demande à prendre la parole. Lavrov a déclaré « Nous sommes prêts à examiner toutes les propositions de paix sérieuses. Mais le plan de Zelensky, le fameux plan de paix en 10 points, n'est rien d'autre que, excusez-moi, une insulte à l'intelligence, car il revient à demander à la Russie de capituler. Ce n'est pas un plan, c'est un ultimatum. » Les dirigeants vont se coucher sans être parvenus à un accord. Ils doivent se retrouver le lendemain matin. On apprend alors qu'un missile a frappé la Pologne. J'étais en train de dormir quand le téléphone a sonné en pleine nuit. On s'attend toujours au pire. Par exemple, que la Russie ait tiré un missile sur un pays de l'OTAN. Au départ, on avait peu d'informations précises. On savait simplement qu'un missile avait tué des Polonais. Cela pouvait très vite dégénérer. Mes homologues occidentaux étaient très inquiets d'une possible escalade. Cela m'a un peu surpris, je l'avoue, puisque je croyais que l'OTAN avait l'obligation première de protéger ses États membres. Nous coopérons avec la Pologne pour savoir exactement ce qui s'est passé et nous le faisons avec l'ensemble des alliés avec lesquels nous nous sommes réunis ce matin. Il y a des premiers travaux qui ont été partagés par les États-Unis d'Amérique, mais il nous faut rester très prudents. How serious a moment is this, Mr. Macron? La situation était très tendue. On était dans une station balnéaire à Bali, les délégations réparties dans différents hôtels. Et à 8 heures précises, tout le monde s'est retrouvé à l'hôtel du président américain qui avait la meilleure salle pour une réunion. Et donc nous sommes avec Joe Biden et ses équipes et on comprend bien que cette information est tellement grave potentiellement que l'on doit être certain de savoir exactement en toute objectivité ce qui s'est passé. Que s'est-il passé réellement? Peu à peu, l'enquête sur place commence à livrer des informations. L'explosion serait due à un missile de défense ukrainien égaré. Mais les autorités ukrainiennes démentent. Les Polonais sont nos amis et nos alliés. Nous n'avons aucune raison d'envoyer un missile sur le territoire polonais. Сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди.
Les chefs d'État occidentaux doivent décider comment dire à Zelensky qu'ils ne confirmeront pas sa version des faits. L'arrivée de ce missile sur le sol polonais s'est faite dans le contexte d'un bombardement intense de la Russie sur l'Ukraine, mais vous l'avez entendu, y compris de la part des autorités polonaises ou américaines, ça n'est pas la version aujourd'hui qui est avancée. Il a été décidé que le Premier ministre canadien Justin Trudeau et moi-même allions appeler le président Zelensky. L'Ukraine faisait apparemment confiance à des pays comme le Royaume-Uni et le Canada. J'étais coincé dans une pièce avec Justin et on tentait de joindre Volodymyr. Pour des raisons de sécurité, il se trouvait dans un bunker et il était difficile à trouver. Hello, Volodymyr. Nous avons dit à Volodymyr, indépendamment de ce qui vient de se passer, nous qui sommes vos amis, nous savons que personne n'aurait été contraint de tirer des missiles si la Russie n'avait pas envahi illégalement votre pays. Dans un second temps, nous voulions qu'il s'assure que les Ukrainiens ne perdent pas leur sang-froid et ne s'expriment pas avant que nous tirions cette affaire au clair. La manière adaptée, mais ce que ça a montré, cet incident, c'est la gravité de cette guerre. Une situation telle que celle-là, quand elle se produit, pourrait donner lieu à un moment donné, sans que personne ne le veuille réellement, à une espèce d'escalade. L'incident en Pologne s'est produit alors que Poutine venait de bombarder férocement les villes ukrainiennes. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Sur le front, les troupes russes s'installent pour une guerre d'usure. En décembre, les Ukrainiens ont presque épuisé leur stock de munitions. Sur le terrain, on pouvait voir une armada de blindés. Et les Russes avaient décidé de mettre les bouchées doubles dans le Donbass. Ça a tourné au duel d'artillerie. Évidemment, si vous êtes sur le front en Ukraine, vous avez besoin de tout le plus vite possible. Pour obtenir les nouvelles aides dont il a désespérément besoin, Zelensky sait qu'il doit frapper un grand coup. On oublie facilement à quel point c'était compliqué pour lui à l'époque de quitter son pays. Il y avait tous ces problèmes de sécurité pour le faire sortir de la capitale et du pays, puis pour le faire venir ici et repartir. C'était très important de prendre l'avion pour les États-Unis afin de leur montrer notre gratitude pour leur soutien, car nous sentions une lassitude face à cette guerre. All the appreciation to you, first of all, Mr. President, for your big support and leadership. Of course, Europe, many countries helped us and are helping now. Ils ont évoqué le déroulement de la guerre. Le président Zelensky a analysé la situation sur le front et il a détaillé ses besoins en aide et en système d'armes. Avant cela, j'étais allé dire au président Biden, je préconise qu'on fournisse des moyens supplémentaires aux Ukrainiens pour les aider à progresser plus loin et plus vite. Je lui ai ensuite demandé qu'il me soutienne pour leur obtenir des véhicules de combat et de transport de troupes. Nous en avons discuté. Le président Zelensky a été réconforté par ce qu'il a entendu. Maybe I sound naive, but can we make a long story short and give Ukraine all capabilities it needs and liberate all territories rather sooner than later? Thank you.
His answer is yes. I agree. L'étape suivante le mène devant le Congrès, sur le point de voter un nouveau projet de loi de finances qui pourrait débloquer des milliards pour l'Ukraine. I think it's too much. It's a great honor for me to be at the US Congress and speak to you and all Americans. Against all odds and doom and gloom scenarios, Ukraine didn't fall. We have artillery. Yes. Thank you. We have it. Is it enough? Honestly, not really. Nous devons être forts et réclamer. Oui, réclamer. C'est notre seule chance de survivre. Thank you. Parce qu'au bout du compte, il n'y a que nous qui mourrons, alors que nous protégeons bien plus que notre pays. Le lendemain, le Congrès accorde une rallonge de 45 milliards de dollars à l'Ukraine. Mais cette aide ne comprend pas ce que Zelensky espérait vraiment pour mener une nouvelle offensive. Des chars de combat. Vous avez vu Vladimir Zelensky. Vous lui avez promis des armes, des munitions. Est-ce qu'on peut savoir quel type d'armes, quel type de blindés, en quelle quantité et quelle somme cela représente? Il y a toujours la même ligne. Aider l'Ukraine à résister. Nous livrons des équipements efficaces, les canons César, les chars AMX-10 RC, et nous avons été à chaque fois ce qui déclenchait un mouvement plus large. Mais les seuls chars français ne suffiront pas à repousser les troupes d'invasion. Zelensky a besoin des Léopard 2 allemands, conçus pour affronter les blindés russes et stationnés un peu partout en Europe. J'ai fait appel à mon imagination pour tenter de convaincre nos alliés de nous livrer ces tanks. On a commencé par les Allemands. Leurs dirigeants ont dit non. À ce moment-là, c'était impossible. La question des chars revenait sans arrêt, même quand j'étais en Ukraine de la part des citoyens. Je suis montée dans le train et la contrôleuse m'a dit « Madame Baerbock, pouvez-vous nous livrer ces chars, s'il vous plaît ?» Mais on ne peut pas les faire surgir par magie. Chez nous, les gens se demandaient si la guerre allait se propager jusqu'ici. Et les politiciens ont le devoir d'accompagner la société dans ce processus d'acceptation. Ça faisait plusieurs semaines que le débat sur les tanks avait démarré. Il y avait des hésitations, mais il y avait, me semble-t-il, des mouvements en faveur de la délivrance de tanks à l'Ukraine. Si on veut être crédible, sérieux et conséquent, on doit soutenir l'Ukraine avec les moyens militaires dont ils ont besoin. Sous la pression, Scholz téléphone au président américain. Le chancelier Scholz a annoncé qu'il était prêt à livrer les chars Léopard si les États-Unis fournissaient des chars Abrams. Le char Abrams est le plus sophistiqué du monde. Mais comme il est propulsé par une turbine, vous devez aussi prendre en compte le carburant, la maintenance, entre autres. Sinon, vous livrez simplement un presse-papier de 60 tonnes. J'ai discuté avec mes alliés américains. Messieurs, donnez-moi seulement 3 Abrams. 3. Je les posterai devant l'ambassade des États-Unis à Kiev pour protéger votre ambassadeur. Simplement pour ça. Ils ont souri. On s'est alors interrogé, peut-on commencer par livrer aux Ukrainiens des chars Léopard et nous engager à leur fournir progressivement des chars Abrams dès qu'ils seront assez bien formés pour les entretenir et les utiliser efficacement? C'est ce qui a finalement été décidé. Today, I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern.
Plus de chars, c'est bien sûr plus de puissance de feu, plus de protection pour les troupes et de meilleures chances de progresser. N'importe quel être humain normalement constitué dirait lui aussi que ce n'est pas une tentative honnête de mettre fin aux hostilités. Tout cela ne fait qu'accroître les divisions sur la manière et le moment de mettre fin à la guerre. Tandis que l'Occident met les bouchées doubles, d'autres plaident plus que jamais pour l'ouverture de négociations. 1 an après le début de la guerre, le président chinois se rend à Moscou pour présenter son plan pour la paix. Il appelle tous les pays à se conformer à la Charte des Nations Unies et à respecter l'intégrité territoriale de chacun. Je pense que les Chinois ont vu là une occasion d'échapper un peu à la pression qu'ils subissaient depuis leur partenariat avec les Russes, étant donné le comportement barbare de ces derniers en Ukraine. Pour les dirigeants chinois, c'était une chance de reprendre la main. Le président Xi Jinping a détaillé notre plan de paix pour au moins geler le conflit dans un premier temps. D'abord un cessez-le-feu, on négociera un traité de paix plus tard. Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права. Les Chinois considèrent que c'est la seule méthode efficace pour mettre fin au conflit. Elle satisfait Poutine, qui estime que la Russie trouve aussi son intérêt dans ce plan. Un cessez-le-feu laisserait les territoires conquis aux mains de la Russie et l'Ukraine à la merci de nouvelles attaques. Ce plan chinois, nous les avons remerciés, nous serions prêts à en discuter. Mais les Ukrainiens ont dit qu'ils ne tenaient pas debout. Le seul plan dont ils veulent discuter, c'est celui de Zelensky. Nous ne pouvons pas échanger nos existences ou notre territoire contre une simple paix. La Russie n'abandonnera jamais. Ils continueront à avancer jusqu'à ce qu'ils reconstruisent le mur de Berlin. Voilà pourquoi on doit les arrêter et gagner cette guerre. Quand Xi Jinping quitte le Kremlin, le partenariat sans limite semble plus solide que jamais. Это как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. А вместе двигаем эти перемены. Перекиньте, пожалуйста, дорогой друг. Xi Jinping pense que c'est le début d'un bouleversement du système international, que la domination occidentale touche à sa fin. Nous entrons dans un monde multipolaire. Par conséquent, les règles du jeu devraient changer. Ne recommencez pas à penser en termes de guerre froide. Si vous ne changez pas de mentalité, aucune paix ne sera possible. Depuis l'invasion, des centaines de milliers de personnes des deux côtés ont trouvé la mort. L'année écoulée n'a fait que renforcer l'entêtement de Poutine à se battre jusqu'à la victoire. À l'ouest, certains commencent à se lasser de ce conflit coûteux. Et l'avenir de Zelensky pourrait bien se jouer dans les urnes de ses alliés autant que sur les champs de bataille ukrainiens. Je ne suis pas devin, mais je crois que le conflit se prolongera tant que les objectifs initiaux de l'opération militaire spéciale ne seront pas atteints. La question est de savoir si ces buts de guerre ne seront obtenus que militairement. Moi, je crois qu'à un moment donné,
Il faudra revenir autour de la table et négocier. Nous choisirons la liberté. C'est comme David et Goliath. Le petit David s'est servi d'une arme spéciale contre le géant Goliath et il l'a battu. La guerre est un mal. La paix est la valeur que nous devons défendre. Mais la paix a ses exigences. Elle doit être juste, elle doit s'appuyer sur le droit international. Je crois qu'elle n'est pas pour demain. Mais il ne faut jamais cesser d'espérer.